Rebonjour mes chers étudiants. Nous allons continuer ce chapitre sur les décisions d'investissement. On va s'intéresser à deuxième section, les critères d'évaluation des projets d'investissement. Et on commence par le premier critère, c'est la valeur actuelle nette, ce qu'on appelle la vanne. La vanne, donc, c'est un indicateur parmi les plus importants d'évaluation de projet et il est égal au cash flow actualisé moins l'investissement initial. Lorsqu'on parle du cash flow actualisé, on fait référence à l'ensemble des flux nets de trésorerie actuels prévisibles par le projet. Donc, il représente tout ce que l'entreprise peut recevoir durant son activité. Et c'est une notion prévisible, c'est-à-dire on fait des prévisions sur ces cash flows. Et on retranche l'ensemble de l'investissement initial de départ pour trouver ce qu'on appelle la valeur nette et actualiser, on fait l'actualisation, le côté mathématique du travail. Donc on actualise ces cash flows pour prendre en considération la variable temps. Alors mathématiquement, donc la vanne elle est égale à moins I, c'est-à-dire l'investissement initial, plus sigma de I égale à 1 jusqu'à n. Des cash flows, c'est chaque année, facteur de 1 plus t à la puissance moins I. Et ici, c'est la formule d'actualisation qu'on a déjà vue dans les généralités, dans la partie introductive de ce cours. Donc, I représente l'investissement initial, CFI, les cash flows de l'année I, et N, c'est la durée de vie de l'investissement, et enfin T, le taux d'actualisation, c'est le taux, comme on a déjà vu, c'est un taux subjectif décidé par les investisseurs. Alors, la valeur nette actualisée, on a pour cette valeur nette actualisée, on a un ensemble de remarques. La première remarque, c'est que les cash flows de la dernière année de l'investissement sont composés par le résultat net de cette année. On ajoute les amortissements, la valeur résiduelle de l'investissement et la valeur des besoins des fonds de roulement de départ. Donc, comme on a déjà vu lorsqu'on a fait l'exemple, et on va le revoir, donc là, pour la dernière année, les cash flows ne sont pas seulement composés des flux générés par l'exercice de l'année N, mais aussi on ajoute les amortissements de chaque année et on ajoute spécialement la valeur résiduelle de l'investissement et enfin le besoin de fonds de roulement. Donc la formule ici qu'on va utiliser, qu'on utilise dans cette partie ici, elle contient tous ces éléments. Parce que dans d'autres, par exemple, livres ou d'autres documents, peut-être que vous allez trouver que la vanne, elle est égale à moins I plus sigma, cette formule, plus valeur résiduelle, Donc, dans notre formule ici, on inclut tous ces éléments. Alors, une deuxième remarque, c'est que la vanne est une fonction décroissante du taux d'actualisation. Et cette remarque, on a déjà aussi vu cette remarque dans l'introduction de l'actualisation, lorsqu'on a parlé de l'actualisation, dans laquelle on a dit que la fonction ou la valeur actuelle est une fonction décroissante du taux. Donc ici c'est la même chose, la valeur actuelle nette est une fonction décroissante. Et donc voilà, selon la courbe, on a c'est la vanne, et c'est le taux d'actualisation. Chaque fois que le taux augmente, la vanne va diminuer jusqu'au point où il devient 0 et puis négatif. Alors, les critères du choix d'investissement. Ici, donc, c'est le côté traitement ou plutôt choisir l'option la plus valable pour le projet. Donc, si on a une vanne qui est égale à 0, donc on dit que la somme des cash flows actualisés, elle est égale à l'ensemble de l'investissement initial. Donc, c'est comme si le projet arrive juste
à couvrir le montant de l'investissement initial. Alors, si la vanne est supérieure à 0, la rentabilité de l'investissement est supérieure au taux d'actualisation retenu, c'est-à-dire qu'on a pu dégager un flux positif qui va nous permettre de profiter ou plutôt de rentabiliser notre investissement, et ce flux est supérieur, bien sûr, elle est dégagée à partir de la différence entre l'ensemble des flux monétaires actualisés moins l'investissement initial. Le dernier cas, c'est que si la vanne est négative, donc le projet n'est pas rentable, au taux d'actualisation retenu, d'accord? La vanne, dans ce cas, donc le projet est rejeté. Pourquoi? Parce qu'à ce taux d'actualisation, on ne peut pas récupérer le montant de l'investissement initial et par suite le projet n'est pas rentable. Donc la vanne est un critère de sélection entre deux projets, sera retenu celui dont la vanne est la plus élevée. Donc si on fait la vanne pour deux projets qui ont les mêmes caractéristiques, donc chaque fois que la vanne est élevée, donc c'est bon pour le projet. Donc si on fait cette comparaison et on trouve que la vanne d'un projet est supérieure à l'autre, donc on prend le projet qui a la vanne la plus élevée. On va reprendre l'exemple sur lequel on a déjà travaillé dans le cas des caractéristiques d'investissement. Donc le projet dans lequel on a 200 000 d'investissement pour l'achat de matériel, amortissable linéairement sur 5 ans, une augmentation de fonds de roulement, de besoins de fonds de roulement de 12 000, les charges, les charges sont supposées, les charges constantes de 24 000 et les charges variables sont dans le tableau. Donc on reprend tous ces éléments et on a ici l'élément essentiel, c'est le taux d'actualisation. On va chercher est-ce que ce projet est rentable à un taux d'actualisation de 18%, toujours lié à C est égal à S, et on va essayer de déterminer la vanne de cet investissement pour voir est-ce que ce projet est rentable à un taux d'actualisation de 18%. Donc pour cela, on procède en premier lieu par le calcul des cash flows générés par l'investissement, d'accord, comme on a déjà vu. Donc on a le chiffre d'affaires déjà qu'on a le chiffre d'affaires prévisionnel pour chaque année, d'accord. Ensuite, on a les charges variables selon le tableau ici, il est repris les charges variables dans les énoncés de l'exercice. Encore les charges fixes, 24 000 comme dans l'énoncé de l'exercice, on a 24 000 comme les charges constantes, d'accord. Et ces charges sont hors amortissement, d'accord, les charges fixes sont hors amortissement parce que si les charges fixes comprennent l'amortissement, donc on ne va pas retrancher l'amortissement. Donc il faut faire attention, dans le cas où on a les charges fixes hors amortissement, on retranche l'amortissement, mais si on a les charges fixes qui comprennent les amortissements, dans ce cas, on ne retranche pas les amortissements. Alors, on revient toujours sur la même remarque qu'on a déjà vue, l'amortissement, c'est 40 000, donc il faut faire attention que l'amortissement, on amortit tout simplement le montant du matériel et non pas le montant total de l'investissement, parce que le montant total de l'investissement, elle est égal à 200 000 plus 12 000, c'est-à-dire plus le besoin de fonds de roulement. Dans notre cas, on a tout simplement amorti le matériel, donc on a 200 000 divisé par 5, elle est égale à 40 000 pour chaque année. Donc on fait le calcul, donc chiffre d'affaires moins charge variable, moins charge fixe hors amortissement, moins l'amortissement, on trouve le résultat avant impôt selon les valeurs indiquées dans le tableau. Ensuite, on retranche le montant de l'impôt, c'est l'IS, donc 30%, donc on a les valeurs ici, et par suite on trouve à la fin le résultat net, donc moins 24 000, moins 2 100, 21 700, 36 400, 40 600. Donc à ce niveau-là, on est arrivé au résultat net de notre projet d'investissement. Donc pour passer au cash flow, donc on a dit qu'on ajoute l'amortissement. Pourquoi? Parce que les amortissements représentent des charges fictives non
monétaires, c'est-à-dire non concrétisées par une sortie monétaire de la caisse. Donc, ces charges la valeur de ces charges est restée au sein de notre trésorerie et ensuite on doit l'ajouter pour prendre en considération ces amortissements. Pour la même chose pour la récupération des besoins de fonds de roulement, donc on les récupère à la fin du projet et la valeur résiduelle, donc à la fin du projet, on reprend ces valeurs pour évaluer tous les cash flows que le projet va dégager parce qu'à la fin du projet, on n'a plus besoin de fonds de roulement pour lancer le prochain ou la prochaine production. Et à la fin, on calcule les cash flows de ce projet. Donc, on a un résultat net, plus amortissement, plus récupération des besoins de roulement, plus valeur résiduelle. Et on a les valeurs qui sont présentées dans notre table. Donc, à ce niveau-là, donc on a juste calculé les cash flows. On doit donc les actualiser avec le taux d'actualisation que les investisseurs ont adopté, c'est-à-dire 18%. Dans ce cas, donc, on multiplie par 1 plus t à la puissance moins i. Donc, on a 1 plus t, donc c'est 1 plus 0,18, elle est égale à 1,18 à la puissance moins t. Et on a t, ça change. Pour chaque valeur, on a ici, c'est t est égal à 1, t est égal à 2, 3, 4 et 5. Donc, la valeur multiplie par 1,18 et ça change le t, ici qu'on a noté dans la formule i. Donc, ça change chaque année, première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième. Et on trouve ces valeurs. Donc, ici, lorsqu'on utilise les calculatrices ou donc, pour faire le calcul, en général, on va trouver plusieurs chiffres après la virgule. Ça dépend bien sûr du calculatrice utilisé ou du logiciel utilisé. Donc on peut atteindre jusqu'à 10. Et dans ce cas, si on utilise la calculatrice, donc on va avoir des valeurs qui sont différentes de ici, parce qu'on multiplie 16 000 avec cette valeur. Donc on va trouver des valeurs différentes si on utilise une calculatrice et on ne se limite pas à 4 valeurs. Donc dans notre cas ici, on s'est limité tout simplement à 4 valeurs et on a trouvé que les cash flows actualisés pour la première année sont égaux à 13 558,40 et ainsi de suite pour les autres années. À la fin, donc on calcule les cash flows cumulés et les cash flows cumulés, donc c'est en quelque sorte la somme de tous les cash flows. Donc on a 13 000 pour la première année et on a 30 000 plus 13 000 de la deuxième année est égal à 43 et on a 37 000 plus 43 est égal à 81 341,03 et ainsi de suite jusqu'à la fin où on trouve le total des cash flows, c'est-à-dire le sigma des cash flows actualisés, elle est égale à 168 646,67. Donc, en partant de cette valeur, donc on passe maintenant au calcul du montant d'investissement. Donc, parce que pour calculer la vanne, on a la vanne, elle est égale à la différence entre le montant d'investissement, entre les cash flows générés et le montant d'investissement initial. Donc, on calcule le montant d'investissement, elle est égale à 200 000 plus l'augmentation des besoins de fonds de roulement, elle est égale à 212 000. Et la vanne par suite, elle est égale à 168 646,67 moins 212 000, elle est égale à moins 43 353,33 de dirhams. Et dans ce cas, on a une vanne négative et par suite, le projet n'est pas rentable au taux d'actualisation de 2 ou 18%. Donc, dans ce cas, le projet est rejeté. On ne peut pas se lancer dans ce projet parce qu'il a une vanne négative. Dans ce cas, donc, il faut revoir les conditions du lancement de l'investissement. C'est la décision que l'on peut donner concernant ce projet d'investissement. Alors, on passe à un autre point, ce sont les avantages de la vanne. Donc, le critère de la vanne présente une rigueur conceptuelle faisant de lui le critère de décision préféré des experts financiers
D'accord? Donc, la vanne, c'est une notion utilisée par les experts financiers d'une façon catégorique, c'est-à-dire la première des choses que lorsqu'on décide de faire une évaluation d'un projet, on commence par le calcul de la vanne. Pourquoi? Parce qu'il indique directement la valeur créée par l'investissement. C'est-à-dire, lorsqu'on a la vanne, automatiquement, on a la valeur espérée de ce projet. Est-ce que ce projet, combien il va dégager comme valeur créée pour notre investissement? Donc, c'est un critère concret qui est informatif d'une façon directe. Donc, il tient compte de la valeur temps, parce que lorsqu'on décide de se lancer, donc on fixe aussi la durée de vie du projet, et par suite, si on change la durée du temps du projet, peut-être que la valeur de la vanne va changer, et par suite de l'indicateur, ou plutôt la valeur temps, elle est tenue dans le critère d'évaluation qui est la vanne. Et elle tient aussi compte du risque à travers le taux d'actualisation, parce qu'on a dit que lorsque l'investisseur décide d'utiliser un taux d'actualisation, il doit ajouter 2 ou 3 points pour tenir compte du risque. Et dans ce cas, on dit que la vanne tient compte du risque à travers le taux d'actualisation. Les inconvénients de la vanne, c'est que la vanne ne peut être utilisée dans la comparaison des projets de durée de vie et ou de montants d'investissement différents. Donc la vanne, lorsqu'on veut faire la comparaison entre deux projets qui ont des caractéristiques différentes, surtout au niveau de la durée de vie ou du montant d'investissement, la vanne ne peut être utilisée parce qu'il va donner des résultats biaisés, tout simplement parce que sur la base du calcul, les éléments fondamentaux, c'est-à-dire le montant d'investissement et la durée, sont différents. Alors aussi, la méthode suppose que les cash flows dégagés seront réinvestis au cours des périodes suivantes au taux d'actualisation. Or, le taux de placement peut varier d'une année à une autre. Donc, pour cette remarque, cet inconvénient, c'est que dans la formule du calcul, on décide d'actualiser les flux générés chaque année par le même taux d'actualisation. D'accord? Donc, lorsqu'on fait le calcul des flux générés actualisés, on actualise pour chaque année par le même taux d'actualisation. Et cette actualisation, parfois, peut être fausse parce que le taux de placement peut varier d'une année à une autre. Par exemple, si on place l'argent cette année, peut-être que le taux d'intérêt sur le marché est de 5%. Après, par exemple, 2 ans, 3 ans, il peut soit augmenter, soit diminuer. Et par suite, donc, la valeur d'actualisation va changer. Et ça, c'est un inconvénient majeur de cette méthode d'évaluation de l'investissement. On passe à un autre critère, c'est le taux interne de rentabilité qu'on appelle le TIR, le taux interne de rentabilité est le taux qui égalise entre le montant d'investissement et les cash flows générés, actualisés, induits par ce même investissement. Donc le TIR et le taux, il est calculé à partir de la formule suivante. Donc on a I, il est égal à sigma, DI égale à 1 jusqu'à n de CFI 1 plus T à la puissance moins I, c'est-à-dire on cherche le taux d'actualisation ici qui va nous donner cette égalité entre le montant d'investissement et le montant total des cash flows actualisés. Alors pour la courbe de la vanne, comme on a déjà, c'est une fonction en fonction du taux d'actualisation, c'est une fonction décroissante, alors le TIR se trouve à ce niveau-là. C'est-à-dire, c'est le taux qui va annuler, c'est le taux d'intérêt, ici c'est le taux qui va annuler la valeur de la vanne. Et elle se trouve à ce niveau-là. D'accord? Et c'est très important de connaître ce taux pour voir à partir de quel moment le projet va devenir rentable. C'est à ce niveau-là qu'à partir des taux qui sont inférieurs au TIR, on a la vanne, elle est supérieure, c'est-à-dire le projet est rentable, mais à partir de ce niveau-là,
tout taux qui est supérieur au tir, donc le projet il est non rentable. Alors, pour les critères de choix d'investissement de tir, on a tout projet dont le tir est inférieur au taux d'actualisation utilisé par l'investissement sera rejeté, car la réalisation du projet entraîne la chute de la rentabilité globale de l'entreprise. Alors, pour le tir, deuxième remarque, c'est que le tir permet de sélectionner entre deux ou plusieurs projets. Le projet dont le tir est le plus élevé sera retenu. Donc ça, c'est une remarque très importante parce que lorsqu'on fait une comparaison entre deux projets, donc on cherche, même s'ils ont des caractéristiques différentes, alors pour chaque projet, on a une rentabilité interne, d'accord? Une rentabilité interne. Si le projet, on revient à cette courbe, alors si on a un projet qui a une rentabilité interne ici et un autre qui a une rentabilité interne ici. Dans ce cas ici, donc nous allons prendre ce projet. Pourquoi? Parce qu'il nous donne plus de chances, plus de champs pour choisir un taux d'actualisation un peu très intéressant par rapport au premier projet ici. Donc le tir va nous permettre, donc taux de rentabilité interne au taux interne de rentabilité, donc va nous permettre de choisir entre deux projets. Et on a dit que le projet qui a un tir le plus élevé sera retenu. Le tir correspond au coût maximum que l'entreprise pourrait supporter sur son financement pour que l'investissement demeure avantageux. D'accord? Ça, c'est aussi une remarque qui émane de la même courbe. Donc, si on revient à la courbe toujours, donc le tir, c'est le taux qui est à partir de ce taux, donc l'entreprise va réaliser des pertes, c'est-à-dire on va avoir des pertes, c'est-à-dire dans ce cas, à partir de ce moment-là, on est au-dessous de zéro, c'est-à-dire le projet n'est plus rentable, on va perdre de l'argent. Donc, il représente la limite, il correspond au coût maximum que l'entreprise pourrait supporter sur son financement, donc pour que le projet demeure avantageux. Donc, pour calculer le tir, c'est un peu, comme on a dit, un peu délicat. Donc, mais quand même, on va voir la procédure ou la méthodologie pour calculer le tir. Donc, on revient sur notre exemple. Nous allons essayer de calculer le tir de l'exercice précédent. D'accord? Donc, pour cela, j'ai essayé de donner deux vannes, c'est-à-dire à partir desquelles le projet devient rentable, il est toujours rentable, et la vanne avec laquelle le taux où le projet devient non rentable. Donc on a la vanne d'un taux d'actualisation de 11%, elle est égale à moins 2932,46, et la vanne de 10%, elle est égale à 3930,17. Donc, ces éléments, donc, il faut voir dans l'exercice, si jamais on vous demande de calculer le tir, donc il faut automatiquement essayer d'encadrer, de trouver les deux taux les plus près, ou les plus près pour encadrer le tir. Donc, on procède par des approximations successives du taux d'actualisation de façon à cadrer la vanne entre deux valeurs, l'une positive et l'autre négative, le plus proche possible de zéro. D'accord? Les résultats des calculs confirment que la vanne est une fonction décroissante du taux d'actualisation et permet de situer le taux, qui l'annule, c'est-à-dire le tir entre 10 et 11%. Donc, on revient à notre cas, donc le tir il est compris entre 10 et 11%. Donc, il va être 10, quelque chose sans arriver à 11. Alors, pour calculer ça, on a deux méthodes. Pour calculer le tir, on a deux méthodes. La première, c'est qu'on commence par faire une interpolation linéaire et on a la vanne de 10%, elle est égale à 3930,17. La deuxième est que la vanne de 11%, elle est égale à moins 2932,46. Et on fait 11 moins 10, elle est égale
à 1%, donc la différence 11 moins 10 est égal à 1%, et on fait moins 200, c'est-à-dire la valeur de 11% moins la valeur de 10%. Elle est égale à moins 862,63. Et le tir va être égal à la valeur de 10% sur 1% plus la valeur de 10%, c'est-à-dire 3960, sur le résultat que l'on trouve ici. Donc c'est sur ces 1862,63, et elle est égale à 10%, donc 10 sur 1, elle est 10%, plus c'est 0,57%, et on dit qu'elle est égale à 10,57%, donc le tir est égal à cette valeur 10,57%. Donc pourquoi on n'a pas mis le signe moins ici? Parce que généralement le tir va être égal à 10%, comme on a dit, plus quelque chose et non pas moins. Donc c'est la raison pour laquelle on a pris le plus, c'est pas tout le moins qui existe ici, plus le 0,57. La deuxième méthode, deuxième méthode toujours par interpolation, donc on a cash flow cumulé de 11%, elle est égale à 209,67,57. Les cash flow cumulés du tir, elle est égale le montant de l'investissement, parce qu'on a dit que c'est le taux qui annule l'investissement, donc le tir, la valeur de cash flow cumulé, donc elle est égale à 212 000, et les cash flow cumulés de 10%, elle est égale à 215 930,17. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc on a 10% sur 215, et le tir sur le montant des cash flow est 11%, et 11 sur le montant des cash flow cumulés. Et par suite, on fait la différence de 10 moins le tir, et aussi le dénominateur, la différence des numérateurs et la différence des dénominateurs de la même façon, donc 215 moins 212 000, elle est égale à encore 10 moins 11 sur 215 moins 209 qui se trouve ici. Donc on trouve donc cette équation, et à partir de cette équation, on fait le calcul. Donc c'est 10 moins le tir sur 3930,17, elle est égale à moins 1 sur 6862,63. Et à partir de cette formule, on fait ressortir le tir, elle est égale à 10 plus cette valeur, elle est égale à 10 plus 0,57, et elle est égale à 10,57. Donc le tir, elle est égale à 10,57%. Donc vous voyez que pour calculer le tir, ça demande tout d'abord d'encadrer ce tir par les valeurs les plus proches, c'est-à-dire dans notre cas par exemple 11% et 10%. Donc on sait très bien maintenant que le projet, à partir d'un taux d'actualisation qui est de 10%, c'est-à-dire si on dépasse 10,57%, le projet devient non rentable, et si on adopte un taux d'actualisation inférieur à 0,57, donc le projet il est rentable. Alors on passe aux avantages du tir. Le tir elle est étroitement lié à la vanne, et même également en même décision, il se comprend et s'exprime facilement. Donc ça, c'est un avantage des avantages des tirs. Tout d'abord, elle est liée à la vanne parce que lorsqu'on veut calculer les tirs, on sait très bien qu'on essaie de cadrer par la vanne. Donc automatiquement, elle donne presque toujours, sauf dans des cas exceptionnels, les mêmes remarques, les mêmes résultats que la vanne. Et il se comprend facilement parce qu'on dit, lorsqu'on arrive à déterminer le tir d'un projet, donc automatiquement tous les taux d'actualisation qui sont inférieurs au tir sont rentables pour le projet. Tout taux supérieur au tir sont non rentables pour le projet. Un inconvénient du tir, la principale limite du critère provient du taux d'actualisation utilisé. En effet, la méthode suppose que les cash flows dégagés seront réinvestis au cours des périodes suivantes au taux d'actualisation. Or, le taux de placement peut varier d'une année à une autre. Donc, c'est la même remarque pour la vanne.
Donc, la même remarque, c'est que lorsqu'on décide d'actualiser avec le taux d'actualisation, toujours on a la possibilité de perdre ou de gagner parce que le taux de placement peut varier d'une année à une autre. Et ça, c'est une limite pour, comme j'ai dit, pour cette méthode d'évaluation d'investissement qui se base sur l'actualisation. Dans certains cas, le tir est inexistant. Parfois, dans certains cas particuliers, on ne peut pas trouver le tir d'un projet où le résultat obtenu est en contradiction avec les autres indicateurs. Donc ce sont des cas particuliers bien précis donc, où on trouve ces résultats, soit que le tir n'existe pas, soit il nous donne des informations en contradiction avec les autres indicateurs. Et dans ce cas, on n'utilise pas cet indicateur et on se limite aux autres indicateurs, c'est-à-dire essentiellement l'aval. On passe à notre indice, c'est l'indice de profitabilité. Donc l'indice de profitabilité mesure le profit induit par une unité du capital investi. Elle mesure l'avantage relatif susceptible d'être retiré d'un projet d'investissement et elle est calculée par la formule suivante, c'est-à-dire le total des cash flows générés par le projet actualisé et sur le montant total des investissements. Alors l'indice de profitabilité, c'est un indicateur aussi, il est très important parce que il nous informe de cette fois-ci de le profit induit par chaque unité du capital investi. C'est-à-dire, il nous donne exactement la rentabilité de chaque dirham investi. Parce qu'on divise l'ensemble des cash flows par le montant total des investissements. Et dans ce cas, cet indicateur il est très important pourquoi? Parce qu'il devient un indicateur absolu. Absolu, pourquoi il ne fait référence que au montant généré et au montant d'investissement indépendamment de la monnaie utilisée, etc. D'accord? Donc, chaque unité investie, combien elle nous donne comme profit. D'accord? Donc, on va voir, par exemple, si le taux l'indice de profitabilité est égal, par exemple, à 1,2, donc on va dire que chaque dirham investi va nous donner un dirham 20 centimes. Donc, ici, donc, dans notre cas, donc, l'indice de profitabilité est un critère de rejet pour tout projet dont l'indice il est inférieur à 1. Parce que lorsqu'on dit qu'il est égal à 0,9, donc ça veut dire que chaque dirham va nous donner tout simplement 0,9 dirham. C'est-à-dire, on n'arrive même pas à rembourser notre dirham investi. Mais s'il est égal à 1,5, donc chaque dirham investi va nous donner 50 centimes de plus. Donc pour deux ou plusieurs projets, sera retenu celui dont l'indice de profitabilité est le plus élevé. Donc automatiquement, si je fais deux projets et je trouve l'indice de profitabilité du premier projet est égal à 1,9, l'autre est égal à 2,5, donc je vais prendre le plus élevé. Donc c'est un indicateur qui permet la comparaison entre les projets d'une façon aussi bien que la vanne. Alors on reprend notre exemple sur lequel on a travaillé et pour notre cas, donc on a le total des cash flows générés par le projet est égal à 168 646,67 divisé par le montant de l'investissement initial qui est égal à 212 et on trouve qu'il est égal à 0,8. Donc ça concorde avec le résultat trouvé dans le cadre de la vanne. Donc la vanne elle est négative. Donc automatiquement l'indice de profitabilité inférieur à 1. Donc on n'arrive même pas à récupérer notre unité investie, c'est-à-dire pour chaque dirham investi, on arrive tout simplement de récupérer 0,8. Les critères, donc on constate que ce projet, donc comme on a dit, donc on peut confirmer que pour ce projet, que ce projet est non rentable pour un taux d'actualisation de 18%. Donc il faut faire cette remarque, c'est que ce projet n'est pas rentable pour un taux de 18%. Parce que si on change le taux, donc peut-être que le projet devient rentable. Donc pour un taux d'actualisation
qui est égal le tir, c'est-à-dire si on utilise le taux d'actualisation qui est égal le tir, donc soit 10,57%, donc on va trouver que le projet il est rentable parce que donc on utilise la formule, donc on trouve que c'est 212, donc sensiblement égal à 1. Normalement il doit nous donner 1, mais c'est les erreurs de calcul, donc généralement il est égal presque à 1. Donc on va dire que le projet à 10,57% avec un taux d'actualisation de 10,57%, elle est rentable pour chaque unité investie. On peut récupérer tout simplement notre unité, donc à la limite de la rentabilité. Les avantages, c'est que toujours l'indice de profitabilité elle est lié d'une façon directe à la vente parce qu'elle mène généralement au même résultat, mais elle s'exprime facilement, c'est un indicateur qui s'exprime facilement et il permet de comparer les projets qui ont des montants d'investissement différents. Donc dans notre cas ici, même si les projets ont des montants d'investissement différents, mais dans le cas de l'indice de profitabilité, on peut faire la comparaison parce que cet indicateur permet de comparer des projets qui ont des montants d'investissement différents. L'inconvénient de l'indice de profitabilité, donc c'est presque le même inconvénient de la vente parce que on a tout d'abord, on se focalise sur l'actualisation parce que l'actualisation, comme on a dit, elle peut changer, le taux de placement peut lui aussi changer, donc c'est presque le même inconvénient. On passe à un autre critère d'évaluation, c'est le délai de récupération du capital investi, le DRC. Le délai de récupération du capital investi correspond au délai au bout duquel le montant cumulé des cash flows actualisés est égal au montant du capital investi. C'est le délai le plus court possible, donc il est calculé de telle façon que le total des investissements est égal au total des cash flows générés actualisés. Donc c'est presque la même formule que le tir, d'accord? Mais cette fois-ci, on ne calcule pas le taux, mais on calcule la durée, le N. C'est-à-dire on cherche le N qui va nous donner cette égalité. D'accord? On cherche la durée, il est égal à 1 jusqu'à N. À quel moment le montant d'investissement, le montant total d'investissement va être égal au montant du cash flow généré actualisé. Donc le DRC doit être inférieur à la durée prévue d'investissement parce que si le projet va nous donner, va être rentable après le N, donc on ne va pas trouver, ce n'est pas la peine parce qu'on a décidé que le projet va durer pour une période de 5 ans, donc automatiquement le DRC doit être inférieur à 5 ans. Plus le DRC est court, donc chaque fois que le délai de récupération du capital est court, chaque fois que l'investissement est intéressant. Pourquoi? Parce qu'on arrive à récupérer notre capital le plus vite possible et on minimise les risques que le projet peut courir dans le temps ou les risques liés au plus. Donc, et on commence à gagner à partir du moment où on arrive à récupérer notre argent. Donc c'est un indicateur aussi important parce qu'il nous donne une information temporelle sur laquelle on peut se baser pour dire que à partir de quelle année notre projet va devenir rentable. Alors, on revient sur notre exemple et on va voir comment on va calculer ce délai de récupération du capital. Donc, pour faire ça, donc on revient sur notre tableau dans lequel il y a les cash flows cumulés. Donc voilà, donc ce tableau. Et à partir de ce tableau, donc de la même façon, on va faire des interpolations. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de faire ressortir à quel moment ici les cash flows sont supérieurs au montant d'investissement. C'est-à-dire, donc on a le montant d'investissement qu'on a investi, c'est 212 000. Donc on cherche à quel moment on a le montant d'investissement, plutôt le montant des cash flows générés, elle est supérieur à ce montant.
Donc dans notre tableau, on trouve que le projet n'est pas rentable, même dans la 5e année, on a le montant des cash flows générés actualisés, il est égal à 160 000, donc il est largement inférieur à 212 000. Donc on dit que le projet n'est pas rentable, donc il se confirme avec les autres indicateurs qui sont la vanne et l'indice de profitabilité. Donc on va voir quand même, pour le taux d'actualisation, j'ai fait le calcul pour un taux d'actualisation de 10% et j'ai trouvé ces valeurs parce qu'à 10% le projet est rentable, donc parce que c'est un taux inférieur au taux au tir, c'est-à-dire au taux interne de rentabilité, donc le projet va être rentable. Et j'ai calculé les cash flows, voilà, j'ai 14 544 la première année, et ainsi de suite, jusqu'à la dernière année, 215 923. Et on trouve que 215 est supérieur à 212 000. Donc, c'est-à-dire que le délai de récupération du capital, il est compris entre la 4e et la 5e année. Donc, la 4e année, on a 147 872,47. Elle est inférieure au montant d'investissement qui est 212 000, d'accord? Et ici, le montant total, donc il est supérieur au montant d'investissement. Donc, pour faire ça, pour calculer le délai de récupération du capital, donc on fait cette formule qui est de nous, donc 4 ans, donc on a à partir de 4 ans, donc elle est là, donc 4, et on fait cette interpolation. Donc 212 000, c'est le montant d'investissement, et on retranche le montant des cash flows générés cumulés pour la 4e année, donc 212 000 moins 147 872,14, et on divise par le montant du cash flow actualisé pour la 5e année. Pour la 5e année, tout simplement. Donc 68 050,64. Et on trouve qu'elle est égale à 4,94. Donc ici, c'est une notion de temps, c'est une valeur temporelle. Donc soit 4 ans, c'est la 4 ans, donc voilà. Et pour trouver le nombre de mois, donc je multiplie 0,94 par le nombre de mois dans l'année, c'est-à-dire 12, elle est égale à 11,31 mois. Donc on va dire que le projet va être rentable qu'après environ 4 ans et 11 mois. Donc c'est à partir de ce moment-là que le projet va être rentable. Donc on voit que presque c'est à la fin de la durée du projet que ce projet va être rentable. Donc on passe maintenant aux avantages de ce DRC. Donc il permet de tenir compte de la valeur temporelle de l'argent. Donc c'est automatiquement, nous donne une information sur le temps, à partir de quel moment le projet devient rentable. Elle est facile à comprendre, c'est très simple. Le projet va être rentable à partir de la 3e année. Donc elle est très simple à comprendre. Elle exclut les investissements dont la vanne a une estimation négative. Donc automatiquement, si le projet est négatif, donc il se trouve hors délai. Donc automatiquement, c'est une réalité comme on a vu dans l'exemple. Et elle favorise la liquidité. Et ça, c'est un point important parce que chaque fois que le délai de récupération est court, d'accord, donc on a plus de chances de gagner plus, donc d'avoir plus de liquidité. C'est-à-dire on arrive à récupérer notre capital investi le plus tôt possible, c'est-à-dire on a plus de liquidité. Donc c'est un indicateur qui favorise la liquidité. Parmi les inconvénients du DRC, c'est qu'il ne tient pas compte des flux monétaires au-delà de la date limite. C'est-à-dire lorsqu'on a décidé, dans notre exemple ici par exemple, lorsqu'on a fait le calcul, on n'a plus d'informations sur les flux monétaires qui peuvent être générés par ce projet si jamais on dépasse les 5 ans. Donc à ce moment-là, on n'a plus, donc on a ce DRC ne tient pas compte des flux monétaires qui vont peut-être être générés, qui peuvent être importantes, c'est-à-dire pour nous donner une information, pour changer l'idée. Défavorise les projets à long terme tels que la recherche et le développement ainsi que les nouveaux projets. Donc pour ce cas, c'est-à-dire chaque fois que le projet ou le délai de récupération est court, on va dire que c'est très important. Mais pour les projets à long terme
qui ont une rentabilité à long terme, par exemple la recherche, le développement et les nouveaux projets, on va dire, si jamais on fait la comparaison, on va dire que le projet qui a le délai de récupération le plus court, elle est important. Mais peut-être que l'autre projet, c'est à partir d'une date peu éloignée que le montant des flux générés va être très grand, va augmenter d'une façon très importante et par suite il ne va pas nous informer de cette réalité. Donc pratiquement pour prendre une décision d'investissement, on arrive à la fin, donc on devrait considérer plus d'un critère de décision, donc on ne va pas se contenter tout simplement de l'un de ces critères, mais on doit les calculer tous et la vanne et le tir sont les critères les plus souvent utilisés, ce sont les critères de base parce que la vanne nous donne directement le montant du projet, le montant des cash flows que le projet va dégager. Et c'est très important pour avoir une idée claire. Le tir ou le taux interne de rentabilité nous informe des limites ou du taux qui va nous permettre de rentabilité du projet, c'est-à-dire le taux limite de rentabilité de ce projet. Et c'est un indicateur aussi important. Le délai de récupération est le critère secondaire le plus utilisé. Pourquoi? Elle va appuyer la décision prise de base sur la vanne et le tir, parce qu'elle va nous donner aussi une information sur le délai nécessaire pour récupérer notre argent. Et bien sûr, on va dire que la vanne mesure directement la valeur ajoutée du projet pour la firme. Et lorsqu'il y a une contradiction entre la vanne et les autres règles de décision, on doit toujours utiliser la vanne pour prendre une décision. Donc, dans tout cas, si jamais il y a des contradictions entre le tir et la vanne ou d'autres indicateurs, parfois parce que mathématiquement, dans certains cas exceptionnels, ça peut arriver, donc on va se référer à la vanne pour prendre cette décision, parce que la vanne va nous informer exactement du montant, de la valeur ajoutée par ce projet. Donc, je vous remercie et à la prochaine séance dans laquelle on va voir le troisième chapitre, les décisions de